Rome, Paris, Pékin, Washington, D.C. Toutes ces villes ont deux choses en commun, leur beauté incontestable et leur planification urbaine complète. Préoccupé par l'organisation de l'utilisation des terres et des environnements construits, l'urbanisme crée des réseaux de transport efficaces, des systèmes d'assainissement et des réseaux de distribution. Il crée aussi de beaux espaces pour vivre et travailler, définissant les personnes et cultures qui les occupent. Dans le cas de Frampol, une petite ville de Pologne, l'urbanisme a créé un espace particulièrement beau pour ses habitants. Ce que ses concepteurs n'auraient jamais pu savoir, c'est que cela créerait le chaos et la destruction, condamnant toute la ville à la destruction des siècles plus tard. Avec son motif de grille unique rayonnant de la place du marché, Frampol ressemblait à une grande cible lorsqu'elle était vue du ciel. Bien qu'elle n'ait aucune valeur militaire, cela seul a scellé le sort de la ville. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que les combats ont balayé le pays, ce centre-ville planifié a fait de la ville sans défense l'expérience parfaite pour les bombardiers de la Luftwaffe cherchant à tester leur technologie mortelle. C'est l'histoire d'une petite ville insoupçonnée qui rencontre la destruction ultime aux mains d'une machine de guerre nazie insensible et calculatrice. Une ville du district de Lublin vers le sud-ouest de la Pologne moderne, Frampol n'était pas une grande ville. Située au cœur de la forêt de Sandomierz, l'une des plus puissantes et anciennes forêts d'Europe de l'Est, Frampol a été construite par l'excentrique comte Marek et Tony Butler. Héritant des terres autour de la ville moderne, ainsi que d'une somme d'argent substantielle, Butler a décidé de fonder un nouveau peuplement urbain dans une zone largement inhabitée. Ainsi, Frampol a été fondé en 1717 et a connu une croissance régulière depuis lors. À partir de 1735, la ville avait sa propre communauté juive et son cimetière. Une église fut érigée au centre-ville en 1740. Elle, comme tous les autres bâtiments de Frampol et des autres villes de cette région fortement boisée, était en bois. En 1865, le seul bâtiment en pierre de la ville a été construit, un bain juif. La vie à Frampol suivait à bien des égards les rythmes réguliers de la vie typique de cette région de Pologne. Le temps était mesuré par le passage du soleil et l'avancement des saisons. L'agriculture et la sylviculture répondaient aux besoins de la plupart des habitants de la ville, tout comme la production de tissus par un groupe d'artisans, dont la plupart étaient juifs. Ici, nous trouvons l'autre constante dans la vie des habitants de la petite ville, la religion. Les communautés catholiques et juives trouvaient leur identité dans leur foi, bien qu'elles coexistaient non moins les unes avec les autres. Jeûnes et fêtes religieuses, mariages et funérailles, tout cela donnait de la couleur et de la structure à la vie des habitants de Frampol. À cette petite ville multiculturelle, avec ses maisons en bois et sa position humble, l'histoire était quelque chose qui se passait autour d'elle. À partir des années 1770, la République des deux nations a été progressivement dévorée par les trois grandes puissances de la région, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Lorsque Frampol s'est retrouvé faisant partie de l'Empire autrichien en 1795 suite à la troisième et dernière partition de la Pologne, peu de choses ont changé. Napoléon et ses légions sont entrés en Pologne 10 ans plus tard et en sont ressortis en 1812. L'armée russe, sans parler de l'hiver russe, a leur trousse. Des centaines de milliers sont morts, et pourtant, Frampol est resté inchangé. Avec le départ de Napoléon, les Russes sont arrivés, et la région est passée sous la juridiction du tsar, jusqu'en 1914 où elle s'est brièvement retrouvée sous l'occupation d'un Kaiser allemand. Les Allemands se souciaient peu des petites villes abritées au milieu de grandes forêts, à moins qu'elles ne proviennent de leurs propres contes fantastiques. Frampol est passé indemne de dirigeant en dirigeant, de la Russie à l'Allemagne, et suite à la défaite du Kaiser, de l'Allemagne à la Pologne. Le soleil se levait et le soleil se couchait, les cloches de l'église sonnaient, et les gens de Frampol dansaient à leur mariage et enterraient leurs morts. Pour eux, Frampol n'avait pas d'histoire, seulement de la mémoire.
c'est l'histoire de Frampl, aussi peu mouvementée soit-elle. Pour nous, l'histoire européenne peut sembler être une tapisserie de drames et de dynamisme. Qu'il s'agisse de la tragédie des famines et des meurtres, de l'héroïsme des batailles et des rébellions, ou de la marche régulière et bienveillante de la raison et de la science, l'histoire européenne peut souvent sembler débordée d'action. L'histoire de la petite ville de Frampl est une leçon en contradiction directe avec cette image. Car cette petite ville démontre que, pour la plupart des Européens au fil de l'histoire, les événements dramatiques de leur époque étaient une réalité lointaine, des drames joués par des acteurs à peine reconnaissables sur une scène qui aurait tout aussi bien pu être à des années-lumière de leur vie quotidienne. C'est-à-dire, cela aurait été la leçon de Frampl si ce n'était pour les événements du 13 septembre 1939. Car ce jour-là, la mémoire est devenue histoire, et la petite ville sans histoire a été à jamais consignée dans les pages des livres documentant les horreurs des guerres les plus destructrices de l'histoire enregistrée. La clé de cette histoire est le général tristement célèbre, Wolfram Freiherr von Richthofen. Son histoire colorée à elle seule remplirait une vidéo entière. Il commanderait le 8e corps aérien de la Luftwaffe lors d'une mission qui détruirait Frambois. Peut-être ignorez-vous cet homme, mais vous devriez le connaître. Il venait des familles très riches de nobles prussiens, les von Richthofen. Ils étaient l'élite des forces armées allemandes. Les cousins de Wolfram comprenaient Manfred von Richthofen, A de la chasse allemand, mieux connu sous le nom de Baron Rouge, crédité de 80 victoires aériennes, ainsi que son jeune frère, Lothar Richthofen, un as avec 40 scores à son nom. Wolfram a remporté une croix de fer en servant dans une division de cavalerie pendant la Première Guerre mondiale. Il a lui-même servi comme pilote de chasse en 1918, regardant son cousin, le Baron Rouge, être abattu et mourir lors de la toute première mission de Wolfram. Il a ensuite revendiqué 8 victoires aériennes avant l'armistice de novembre 1918, mais lors de la prochaine guerre mondiale, Wolfram commanderait des avions, il ne les piloterait pas. Il a d'abord servi au sein de la Légion Condor en Espagne, commandant les avions et les pilotes non testés de l'Allemagne. Il était en Espagne pour aider les forces nationalistes et détruire les troupes républicaines de l'Alliance communiste. Il n'était pas là pour bombarder les civils, mais c'est ce qu'il a fait quand même. Sanctionnant le bombardement de la ville de Guernica, tristement condamné par les contemporains et les historiens, Wolfram a apporté un nouveau genre de terreur à la guerre. Représenté de manière célèbre par Pablo Picasso dans son œuvre glaçante nommée Après la ville-ville, Guernica dépeint une scène de terreur et de destruction, la panique et les flammes. Ces représentations des horreurs du bombardement restent l'une des plus influentes dans l'art anti-guerre jamais réalisé. La même scène deviendrait bientôt trop reconnaissable pour les résidents de Frampl. Guernica ne devait pas être la seule controverse de Wolfram. Le 9 septembre 1939, un avion de reconnaissance solitaire survolait la région, recueillant des informations sur les cibles militaires sur place. Frampl, avec ses rues et bâtiments uniques, a dû captiver un membre de l'équipage. Des photos ont été prises, imprimées et montrées au commandant. Le sort de Frampl avait été scellé. 3 jours plus tard, ce n'était pas un seul avion qui survolait Frampl, mais 125 bombardiers nazis. Cette fois, ils ne transportaient pas des caméras, mais 700 tonnes de bombes à haute explosion. Wolfgang a décrit l'attaque dans son livre « Augen et Himmel, les yeux sur le ciel ». Frampl a été choisi comme objet expérimental, car les bombardiers d'essai volant à basse vitesse n'étaient pas menacés par le feu de la défense contre avions. De plus, l'hôtel de ville placé au centre était un point d'orientation idéal pour les équipages. Nous avons observé la possibilité d'orientation après des signes visibles et aussi la taille du village, ce qui a garanti que les bombes tombent néanmoins sur Frampl. D'un côté, cela devrait faciliter la note de la sonde. De l'autre côté, cela devrait confirmer l'efficacité des bombes utilisées. Bien que ce soit une œuvre de fiction, elle résume parfaitement la logique cruelle qui a dicté les événements de ce jour-là. Les résidents de Frampl mourraient pour une expérience sujet de test malgré eux. Des vies seraient terminées pour mesurer l'efficacité des bombes nazies. Les bombes en chute, soumises principalement à la gravité et à la résistance de l'air, avaient des trajectoires quasiment paraboliques. D'autres facteurs, tels que le vent et la densité de l'air, affectaient les trajectoires des bombes et les rendaient moins précises.
Pour réduire ces facteurs, on pourrait optimiser le bombardement à basse altitude ou augmenter la vitesse des bombes. Ainsi, l'altitude de bombardement, le type de bombe et les conditions météorologiques dictaient toutes les trajectoires des bombes larguées. Tous ces facteurs devaient être pris en compte dans les sites de bombes, des dispositifs utilisés pour larguer des bombes avec précision. Beaucoup de ceux utilisés par les Allemands n'avaient pas été testés ou avaient des variables non entièrement comprises. Cela devait changer. Frampol était une petite ville sans défense de 4000 âmes. Possédant un plan de rue baroque, elle possédait une grille géométrique parfaite. Cela s'est avéré être la situation parfaite pour baser les calculs et les mesures. Avec une église historique et une mairie clairement positionnée sur la place du marché central, les calibrations de l'équipement pouvaient être faites facilement et avec précision. Quand les bombes ont commencé à tomber, peu de gens pouvaient comprendre ce qui se passait. Voici une ville endormie, nichée au milieu d'une grande forêt. Tous auraient su pour la guerre, mais peu auraient pu imaginer qu'elle serait arrivée à Frampl, et encore moins portée dans le ventre des avions de guerre nazis. Visualiser 700 tonnes de bombes peut être difficile. Croyez-nous quand nous disons que pour que cette quantité de munitions tombe sur une si petite ville en si peu de temps? L'échelle de la destruction est apocalyptique. Une quantité similaire a été larguée sur Londres les 10 et 11 mai 1941, l'une des plus grandes attaques de l'histoire du Blitz. Personne n'était préparé, ceux qui ont essayé de sauver des biens précieux ou des êtres chers ont été déchiquetés ou écrasés par l'effondrement de leur maison. Les personnes âgées, les petits-enfants ou les infirmes, incapables de se déplacer, avaient peu d'options. S'ils survivaient à la chute initiale des bombes, les incendies qui se déclaraient dans la colonie de bois les emporteraient. Beaucoup ont cependant réussi à fuir en utilisant les larges routes qui s'étendaient au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la place de la ville, les mêmes routes qui avaient condamné la ville en premier lieu. Ici, ils ont formé des colonnes de personnes, tous pressés ensemble dans le but commun de fuir la terrible scène. C'est à ce moment-là que les nazis ont testé leurs propres armes. Un grand nombre des avions de guerre en visite étaient armés non seulement de bombes, mais aussi de balles. Et les artilleurs ont profité de l'occasion pour mitrailler les malheureux résidents alors qu'ils fuyaient. Personne n'était à l'abri. L'attaque, comme elle avait commencé, s'est terminée. Il ne s'était écoulé que 2 heures depuis que le premier avion avait commencé l'assaut. Pourtant, toute la ville était en ruine. Les photos avant et après, prises par les Allemands eux-mêmes, témoignent de la totalité de la destruction. 90% de toute la ville a été décimée. La moitié des résidents ont été tués. Des siècles d'histoire sont partis en fumée. Frampol avait été complètement anéanti, et les hommes du général Wolfram étaient repartis avec leurs mesures. En fait, la ville de Frampl ne se remettrait jamais. Des 4000 habitants présents le 11 septembre, le jour de l'attaque, seuls 2000 survivraient. Les blessés pleuraient les morts, mais ont commencé à reconstruire. La Wehrmacht a traversé la Pologne sans que la ville ne subisse davantage. Les SS, les bourreaux de Hitler, ne l'ont pas fait. Ces escadrons de la mort sont arrivés en 1941 rassemblant la population juive significative de la ville et les faisant marcher. Leur sort n'est pas documenté. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé à ces survivants tenaces du bombardement. La spéculation est possible. Il est peu probable qu'ils aient jamais vu l'intérieur d'un camp de concentration ou d'un camp de la mort, car en 1941, ceux-ci n'avaient pas encore été construits. Au lieu de cela, les Juifs de cette période ont rencontré leur fin au bout d'un fusil, alors que les escadrons de tir allemands parcouraient les terres. C'est dans les forêts profondes et sombres qui entourent Frampl que les Juifs de Frampl ont probablement été emmenés. Les forêts mêmes qui façonnent une grande partie de l'histoire et de la vie quotidienne de la ville, c'était probablement le lieu de ce crime atroce. Aujourd'hui, la petite ville de Frampl reste quelque peu une ville fantôme. Sa population n'est que de 1400, bien moins de la moitié de ce qu'elle était avant l'attaque. Ces bâtiments sont maintenant en béton et robustes, mais à part cela, l'église reconstruite et la mairie, toujours située sur la place du marché étonnamment grande. Mais à part l'église reconstruite et la mairie, située sur la place du marché étonnamment grande, Frambois a perdu son caractère. Il y a peu de leçons à tirer de la tragédie de Frambois. Ses habitants sont morts d'une manière qui a enfreint toutes les règles de la guerre énoncées dans les conventions de Genève, et d'une manière que peu de systèmes moraux
pourrait jamais justifier, au-delà peut-être de l'idéologie déformée prônée par Hitler et le cercle intime nazi. Malheureusement, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, l'inhumanité de ce qui est arrivé à la paisible ville de Framples, avec son plan de rue particulier et ruiné, était trop courante. Cela ne l'a pas rendu, ni ne le rend, acceptable. Les dirigeants de la Pologne se rassemblent encore périodiquement dans cette petite ville située dans un coin reculé de la Pologne pour se souvenir une fois de plus de la destruction non sollicitée qui y a eu lieu, symbolique à sa manière de la destruction qui a eu lieu à travers la Pologne tout au long de la guerre. Car Framples était, à bien des égards, la première victime des expériences nazies sur la mort de masse. Tragiquement, ce ne serait pas la fin.